Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Jean-Marc. Au sommaire de ce journal que nous développerons ensemble, les freescale au prud'homme ce matin, des instituteurs en colère, la réparation suite à l'ablation d'un cancer du sein, et puis le casino Théâtre Barrière et sa programmation. Le prolongement de la ligne 1 du tramway bientôt sur les rails, ce tronçon de 3,4 km, nommé la ligne Garonne, sera mis en service le 20 décembre prochain. Les premiers tests roulants seront effectués le 17 novembre. Visite de presque fin de chantier avec Christelle Daou. Avec un premier roulage prévu le 15 octobre, les travaux du tram vont bon train. Le tramway Garonne prolonge la ligne T1 à partir de la station des Arènes jusqu'au palais de justice. Un élément fort du réseau de transport en commun et une satisfaction pour Pierre Cohen. Une fois que les chantiers commencent à s'estomper, on voit qu'il y a à la fois une esthétique, un partage de l'espace public et une véritable apaisement à la fois de la voie et de lieux comme par exemple les allées Jules Guesne qui ont une véritable qualité urbaine et de vie. D'une longueur de 3,4 km, le tram desservira près de 34 000 habitants, permettant ainsi d'aérer les axes autoroutiers. Aujourd'hui, il y a une priorité pour Toulouse, c'est d'améliorer bien sûr les déplacements, la mobilité pour tout le monde, donc de partager l'espace public. Vous savez, on est dans une métropole où, comme beaucoup d'autres, tout a été fait autour de la voiture il y a 20 ou 30 ans. Donc désormais, quand on met du transport collectif, forcément, il faut que la voiture laisse un peu de place. Et je crois que c'est plutôt une bonne chose. La mise en service du tram est prévue pour le 20 décembre 2013, moins de 2 ans après le début des travaux. Voilà, et à noter que le syndicat Sud a lancé un préavis de grève pour l'inauguration de la ligne. Il réclame une augmentation salariale pour le lancement de cette nouvelle étape liée au tramway. La direction de ce côté propose une prime exceptionnelle. Des procès en perspective, Jean-Marc. Et oui, les freescale suivent au prud'homme avec 1 an de retard, le même chemin que les Molex pour des licenciements qu'ils jugent abusifs. Freescale était une entreprise de construction de semi-conducteurs pour automobiles qui a fermé en 2012. Ce matin, à 9 h, une centaine de salariés venaient tenter une action de conciliation avec leur ancienne direction. Marie Larpent et Alain Sorat ont suivi l'audience. C'est notre long entretien. Aujourd'hui, c'était la première audience de conciliation au tribunal des prud'hommes entre freescale et ses ex-salariés. En quoi ça consiste ? Une audience de conciliation, c'est la première et la dernière, parce qu'il n'y en a qu'une. C'est un préalable à toutes les procédures prud'homales. Ça consiste simplement à venir devant le juge. S'il y a une possibilité de trouver une conciliation, l'affaire actée par le juge. En défaut de conciliation, on est renvoyé devant le bureau du jugement, ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pas grand-chose. Nous avons établi d'un commun accord avec le président et la partie adverse un calendrier de procédure pour que cette audience puisse être plaidée lorsqu'elle viendra pour la première fois devant le bureau de jugement, c'est-à-dire au mois de septembre, le 18 septembre prochain. C'était couru d'avance, si on peut dire? Oui. La société freescale ne s'est jamais montrée très favorable à quelques négociations, à quelques discussions que ce soit. Pour nous être occupés aussi des organes représentatifs du personnel, c'est-à-dire le comité d'entreprise, on a pu se rendre compte que le dialogue social était une notion très étrangère à la politique des ressources humaines de la société freescale. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quels sont les points de vue de chaque partie en fait? En ce qui concerne notre point de vue, ce qui a été invoqué de manière assez spécieuse par la société freescale, on a franchement tiré argument, puisque cette décision remonte quand même à 2008-2009, c'est-à-dire 5 ans en arrière. On a franchement tiré profit de manière très opportuniste de la crise de 2008, que l'on dit avoir touché très sérieusement le secteur de l'automobile, et les secteurs sur lesquels la société freescale est impliquée, pour justifier de la fermeture d'une usine, décision qui avait été prise déjà bien avant. Les salariés dénoncent le fait de se retrouver au chômage, puisqu'il y a certes un plan de sauvegarde de l'emploi, mais qui est totalement bidon. Eux, ce qu'ils reprochent principalement, c'est qu'ils avaient un métier. Ils avaient un métier depuis 30 ans dans une boîte qui tournait bien et qui continue à gagner de l'argent. Aujourd'hui, les mêmes, alors que la même boîte continue à gagner de l'argent, les mêmes se retrouvent au chômage. C'est ce qu'ils dénoncent principalement. Et le motif pour lequel on les a mis au chômage n'est absolument pas vérifié et factuellement faux, juridiquement inacceptable et socialement destructeur. 800 postes supprimés, 400 licenciements, dans un contexte comme celui-ci, à Toulouse, c'est suicidaire. Mais très franchement, la société freescale n'en a cure. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui. Freescale ne veut pas négocier. Freescale veut aller au règlement contentieux, donc on y va, il n'y a pas de problème. Vous y attendiez? Bien sûr.
Bien sûr, on le savait. C'est-à-dire qu'on est passé pour les salariés cadres la semaine dernière, que ça s'est déjà passé comme ça, mais on savait que Friskel négocierait pas. Denis Blanc reste sur ses positions. Pour lui, son PSE est justifié. Bon, c'est son jeu. Nous, on démontrera que ce PSE était complètement injustifié et on gagnera. Quelle est la situation aujourd'hui des ex-salariés de Friskel qui travaillent, qui est au chômage? Combien ont réussi à se reclasser? La situation n'est pas bien brillante, hein. La population était une population vieillissante, une moyenne d'âge de 45 à 50 ans. Malgré un cabinet de reclassement qui devait faire des miracles, on s'est aperçu que personne ou pratiquement n'a été reclassé. On a un taux de reclassement sur les notifiés qui est de 8%. Alors qu'on peut établir une moyenne nationale à 30% dans le cadre de PSE. C'est très dur, hein. C'est très dur. Des personnes qui ont très peu de qualifications et surtout qui essuient des refus même d'entretien parce qu'on leur dit qu'ils sont trop vieux. Voilà, c'est pas typique à Friskel, hein, c'est le marché du travail qui est comme ça. Passé 40 ans, vous êtes trop vieux pour le marché du travail. Donc voilà, on a beaucoup de salariés qui sont sur le carreau à l'heure actuelle, des situations qui sont dramatiques. Je passerai plutôt sur les quelques cas de suicide qu'on a eu déjà, mais beaucoup de divorces, beaucoup de problèmes, de tensions, et on imagine pourquoi. Hein, et voilà, il y a beaucoup de gens au chômage. Une petite réaction peut-être sur l'annonce de fermeture d'Alcatel. Vous identifiez un petit peu à ce cas? Vous avez l'impression de revivre ça? Carrément, voilà. C'est une industrie sinistrée complètement en France et pour les mêmes raisons que nous, sauvegarde de la compétitivité. On met tout et n'importe quoi dans ce motif-là. Heureusement, depuis quelques années, on voit les juridictions s'opposer à ce motif fourre-tout qui permet aux chefs d'entreprise de faire n'importe quoi. Heureusement. Mais oui, Alcatel, il y a eu les Continental, il y a eu les Molex, les Caterpillar, les Friskel. Ça continue. On casse l'outil industriel en France et en Europe. C'est bien dommage, il ne va pas rester grand-chose. Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, a dû avoir les oreilles qui sifflent aujourd'hui, Jean-Marc. Et oui, les instituteurs mécontents de la semaine de 4 jours et demi se sont réunis à Toulouse, place de la Dorade, et ont cheminé jusqu'au rectorat pour se plaindre de la désorganisation qu'ils subissent dans leur travail quotidien. Marlène Sorat et Alain Canal. Alors que la réforme Peillon sur les rythmes scolaires est appliquée dans près de 75% des écoles de la Haute-Garonne, ils étaient une bonne centaine d'enseignants selon la police, 300 selon eux, à battre le pavé cet après-midi avec la semaine de 9 demi-journées et les 24 heures de cours hebdomadaires obligatoires. C'en est trop, les enseignants sont surmenés. Le système des mercredis libérés qui avait été possible dans les années précédentes ne l'est plus avec le décret Peillon. Donc les réunions qui se tenaient sur ce temps-là sont déportées sur des moments entre midi et 2, sur des fins de journée ou sur des mercredis après-midi. Cette situation-là, elle n'est pas compatible avec un métier, un exercice de métier d'enseignant de qualité. À Toulouse, c'était plus ou moins en place, mais le plus ou moins est de taille. C'est-à-dire que c'est 16 matinées dans l'année, 16 mercredis libérés qui sont en question. Donc encore une fois, y compris d'ailleurs dans les départements où il y avait 8 demi-journées, le passage aux 9 demi-journées doit se faire de manière correcte. Surprise du côté de la FCPE qui pensait avoir combattu aux côtés des instituteurs pour cette semaine sans coupure et les journées moins denses pour les enfants. Elle se désolidarise d'ailleurs du mouvement du jour. En Haute-Garonne, il y a 4 ans, c'est-à-dire avant la mise en place de la réforme d'Arcos qui a fait passer tout le monde ou une grande partie des écoles à 4 jours par semaine, nous avons été pendant des dizaines d'années à 4 jours et demi par semaine. Et je pense que cela se passait bien. En plus, il faut savoir qu'avant d'Arcos, nous avions des semaines de 26 heures d'enseignement. Maintenant, nous sommes à 24 heures d'enseignement. Donc je pense que là, nous sommes sur un rythme et un étalement des temps d'enseignement qui sont plus adaptés aux enfants et je ne doute pas que les enseignants vont réussir à trouver leur rythme dans cette nouvelle organisation. Pour la Fédération de parents d'élèves, il s'agit d'une réorganisation importante qui ne peut s'effectuer sans couac. Elle demande la mise en place d'un projet éducatif territorial sur l'ensemble des communes de la Haute-Garonne pour plus de dialogue. Octobre rose, toujours à Toulouse et dans toute la France, c'est le mois du dépistage gratuit du cancer du sein. Nous parlons avec vous, Sophie, d'une étape qui est traumatisante pour les patientes, c'est l'ablation du sein et ses conséquences. Oui, autrement appelée la mastectomie, heureusement réalisée aujourd'hui dans seulement 25% des cas, contre 40% il y a encore 5 ans. Grâce au dépistage de plus en plus précoce, heureusement, on peut traiter cette pathologie autrement que par mastectomie. Ouais. Alors j'ai rencontré une femme, elle s'appelle Viviane, elle a 55 ans et elle a été diagnostiquée il y a 2 ans d'un cancer du sein à un stade malheureusement avancé. Une guerrière, comme elle se qualifie elle-même, on la regarde. J'ai été opérée en septembre 2011, puis en octobre 2011, puis en décembre 2011. Ça s'est terminé par une ablation du sein.
Comment on le vit ça à 50 ans? Très mal. C'est à la suite d'un contrôle routinier chez le gynécologue que Viviane apprend il y a 2 ans qu'elle a un cancer du sein. La mastectomie, l'ablation du sein gauche, est inévitable. Après l'intervention, la radiothérapie et la chimiothérapie, elle est suivie aujourd'hui par sa kiné, Laurence, qui l'aide à préparer la prochaine intervention chirurgicale, la pose d'une prothèse mammaire. On assiste à une séance de thérapie tissulaire, la fasciathérapie. Elle va servir à redonner de la vie au tissu et assouplir la peau irradiée par les rayons. C'est-à-dire ce tissu qui a été opéré, qui a été quelque part mutilé, c'est un tissu qui se stresse complètement. D'où en fait des problèmes d'hyperinflammation, des problèmes de douleur, des problèmes de rétraction tissulaire. Là elle est vraiment collée, on le voit, hein, elle est collée au plan profond. Et en fait mes mains ne suffisent pas. Donc là en fait je vais aller stimuler le plan profond. Avec une petite aspiration qui va nous donner un mouvement rythmique. Si le parcours médical du cancer du sein, mammographie, mastectomie, radiothérapie, chimiothérapie et reconstruction est totalement pris en charge par la sécurité sociale aujourd'hui, le traitement de la cicatrice, lui, ne l'est pas, sauf prescription du chirurgien. Pourtant, selon Viviane, ces séances sont bien plus bénéfiques qu'un rendez-vous chez le psy. Et moralement, et physiquement. Parce que après tout le suivi, chimiothérapie, radiothérapie, après nous n'avons plus aucun contact avec le milieu médical, donc on a un peu le contre-coup moral puisque plus personne ne s'occupe de nous. Et finalement, Laurence prend le relais. Autre petit appareil utilisé, celui-ci sert d'ordinaire au traitement du visage en esthétique ou en cosmétique. La séance n'est pas douloureuse et peut même se faire 1 semaine après la mastectomie en travaillant autour de la cicatrice. Dans quelques semaines, Viviane repassera une énième fois sur le bloc pour la reconstruction et ensuite elle compte bien tourner la page et redémarrer une nouvelle vie. Alors voilà des images assez rares. Sophie, il faut savoir que vous dites dans le reportage, ces soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale en fait. Comme je le précise dans le reportage, effectivement, c'est au chirurgien, après l'intervention, de faire une ordonnance, d'établir une ordonnance pour demander cette prise en charge par un kiné. Sinon, c'est à la charge de la patiente, effectivement. D'accord. Alors on le voit aussi dans le reportage, vous parlez d'une nouvelle vie, mais toutes les patientes ont finalement une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui, parce qu'on ne parle jamais totalement de rémission dans un cancer du sein. Le risque de récidive existe, même s'il est faible, 1% par an. Il y a 2 périodes critiques dans le traitement du cancer du sein, 2 ans et 7 ans après l'annonce du diagnostic. Ces périodes-là, il faut vraiment être très vigilant. Alors, quels sont les facteurs qui provoquent une récidive en fait? Alors, il y a plusieurs facteurs de risque. L'âge, le cancer du sein chez les femmes jeunes est généralement plus agressif et plus avancé au moment du diagnostic. Il y a la taille de la tumeur, évidemment. Le pronostic est meilleur lorsque la tumeur est petite. Et puis, le risque de récidive augmente aussi avec le nombre des ganglions atteints. Il y a une étude américaine qui est parue en 2005 et qui démontre que plus on fait de l'exercice physique et plus on réduit ces risques de récidive. Ça, c'est important aussi. Quelle est la place de la chirurgie? La chirurgie est-elle automatique? Non, heureusement. Le traitement d'un cancer du sein peut reposer sur la chirurgie et ou la radiothérapie et ou la chimiothérapie et ou l'hormonothérapie. Alors, la chirurgie est généralement réalisée en tout premier lieu parce qu'elle a pour objectif d'enlever les tissus atteints par les cellules cancéreuses. Alors, il y a donc plusieurs types d'interventions en fait. Pour faire large, 2 grands types de chirurgie. La tumorectomie, c'est-à-dire qu'on retire la tumeur et une petite quantité des tissus qui l'entourent de façon à conserver la plus grande partie du sein. Et puis la mastectomie dont on parle là, c'est la chirurgie dite non conservatrice. Là, on retire la totalité du sein, y compris l'auréole et le mamelon. Et puis ensuite, aujourd'hui, plusieurs hypothèses sont proposées aux patientes pour la reconstruction. Et même aujourd'hui, on reconstruit dans la plupart du temps pendant l'opération, juste après l'ablation, ce qui n'est pas le cas dans le reportage qu'on vient de voir pour cette dame. Alors on l'a rappelé, c'est le mois du dépistage du cancer du sein, c'est gratuit, ça s'appelle Octobre Rose. Alors il faut rappeler l'importance du diagnostic précoce, mais en fait, quels sont les symptômes aussi qui font dire qu'on peut avoir un cancer du sein? Alors beaucoup de symptômes malheureusement, mais aussi un chiffre à retenir, 53 000 cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en France, dont 1200 dans notre région Midi-Pyrénées. Alors les symptômes, une boule, une masse dans le sein, c'est le signe le plus fréquemment observé. Il n'est pas douloureux, c'est pour ça qu'on ne s'inquiète pas. Des ganglions durs au niveau de l'aisselle, ça signifie parfois qu'un cancer du sein s'est propagé au ganglion axillaire. Modification, toute modification de la peau, du sein ou du mamelon, la peau peut devenir capitonnée, plissée. Le mamelon peut pointer vers l'intérieur alors que
que normalement il pointe vers l'extérieur. Le sein peut se déformer, perdre de son galbe. La peau du sein peut être rouge, écorchée. Un écoulement également d'un seul mamelon peut faire penser à un cancer du sein. Changement de taille, changement de forme du sein. Autres symptômes auxquels on ne pense pas forcément, douleurs osseuses, nausées, perte d'appétit, perte d'énergie. Dans tous les cas, il faut évidemment consulter son médecin. Et on rappelle donc l'importance de la mammographie tous les 2. Comme vous dites si bien, montrer vos seins, mesdames, c'est pour la bonne cause. Et donc, c'est, je rappelle, ce mois d'octobre rose, dépistage gratuit. Vous pouvez aller, je pense, dans n'importe quel centre de radio cancéreux et même peut-être se renseigner du côté de Purpan, des hôpitaux publics. Sans transition, Sophie, il y aura du sport. Il va y avoir du sport, oui, et du rugby, la H-Cup ou la Coupe d'Europe de rugby. Toulouse affronte les Italiens de Zebre. Ce sera vendredi 11 octobre au stade Ernest Vallon. Et selon les spécialistes et les supporters, eh bien, ce premier match ne devrait pas trop poser de problème. On a quand même posé la question aux stadistes, on les écoute. On prend ce match très au sérieux, même si sur le papier, d'un point de vue médiatique en tout cas, on n'a pas grand chose à craindre, mais il y a toujours ce genre de match piège en Coupe d'Europe depuis de nombreuses années. On tombe sur des équipes comme ça qui paraissent plus faibles mais qui nous posent beaucoup de problèmes, donc on va l'aborder très sérieusement et on va essayer de tâcher de gagner celui-là d'abord avant de penser au suivant. Que ce soit des Italiens ou un autre club, c'est les Italiens qui se présentent, mais c'est surtout bien commencer cette compétition. On quitte notre championnat pour attaquer justement cette compétition qu'on avait quitté frustré l'année dernière. Donc un nouveau départ. Et j'espère justement que ça va bien se passer pour nous dès vendredi soir. Et on me dit qu'il reste des places du côté d'Ernest Vallon. Terminons avec de la culture, avec le Casino Théâtre Barrière qui présentait sa saison 2013-2014, des plumes et du rire. Vous voyez ici les premières images du futur spectacle du Casino Barrière. Cette création sera donnée toutes les semaines à partir de janvier 2014. Ce show a pour thématique le duo. Il succédera à Rock & Pop qui court jusqu'à la fin de l'année. Il vérifie que tout reste dans les bons rails ou que les choses évoluent comme il faut, que moi je vais être très présent en fait. Ça c'est aussi l'avantage d'habiter sur place parce qu'il ne faut pas que les choses se décalent, soit dans la facilité, soit dans des choses qui saliraient le spectacle. Déjà toutes les chorégraphies, il y a du clean hebdomadaire à faire parce que même si on joue toutes les semaines, ce n'est qu'une fois par semaine, ce qui n'est pas énorme en fait pour un spectacle. Et puis après il y a aussi des choses qui vont peut-être évoluer. Il y a des choses où je vais sentir que peut-être qu'on peut aller plus loin vers là, où il faut peut-être gommer. Il y a du rajustage en permanence parce que je pense que les artistes ont besoin de ce retour pour ne pas rentrer dans une routine en fait. Outre les dîners-spectacles aux 11 danseurs toulousains, ce mois de novembre 2013 accueillera l'hypnotiseur Mesmer, Chevalier et Las Palais dans une pièce de théâtre et encore le Jamel Comedy Club, sans oublier la surprise du chef, Moscato. Il y a toujours du stress parce que jouer devant ses pairs, devant les gens qui vous connaissent, c'est jamais très évident parce que mais très rapidement ce stress se transforme en bonheur et en enthousiasme. Le Gaillacois sera au Casino Barrière dans le cadre du Printemps du Rire les 31 mars et 1er avril. Ça n'est pas une blague. Sophie, un petit quiz. Qui a gagné la Palme d'Or? La vie d'Adèle, Abderlatif Kechiche. Vous pensiez pouvoir me piéger, Jean-Marc? Pas du tout. C'est raté. Voilà, et bien, le film sort enfin. Alors, on a pu lire des tonnes de choses dans les magazines, que ce soit de Léa Seydoux, soit d'Abderlatif Kechiche. Enfin, tout le monde s'est réconcilié, semble-t-il. Semble-t-il. En tout cas, il faut rappeler que La vie d'Adèle, au départ, était une bande dessinée qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, éditée chez Glénat. D'ailleurs, vous pouvez lire la bande dessinée avant d'aller voir le film. Un grand film, paraît-il, quand même. Et on essaiera de parler du film avec les associations LGBT. Merci à tous et à demain.